Aujourd'hui, on reçoit Robert Consani, pilote en GT4 Europe. Tu es confronté déjà tout petit à ces problèmes de budget que tout le monde subit malheureusement dans notre sport. On dit souvent que c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres et on peut dire que je fais partie de cet adage-là parce que dans le karting, la casse elle est assez minime. Dès que tu passes à la voiture, là il faut multiplier peut-être par 10 voire par 20 les budgets de casse. Venez d'annoncer la Mégane N4 en groupe N. Et donc là, je parle avec Renault qui fait de grosses concessions sur le kit parce qu'il me voulait vraiment. Et puis bon, après coup, je me suis aperçu que c'est pas qu'il me voulait vraiment, c'est qu'ils n'arrivaient pas à la vendre parce que c'était vraiment une voiture de merde. Salut à tous et bienvenue sur Racing Trajectoire. Aujourd'hui, on reçoit Robert Consani, pilote en GT4 Europe. Et ici, on parle de sport automobile, toutes disciplines confondues. Mais surtout, on parle de trajectoires humaines. L'idée de cette chaîne, c'est de donner la parole à celles et ceux qui font vivre le sport auto. Pilotes, copilotes, sim-racers, ingénieurs, mécaniciens, team, organisateurs. Robert, merci d'être avec nous. Florent, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là pour les premières émissions. Si je peux justement aider ce nouveau réseau social à prendre un peu d'ampleur, je serais vraiment ravi d'y contribuer. Merci Robert, je vais te laisser te présenter en quelques mots et ensuite on donnera le top départ de ton épisode. Alors je suis Robert Consani, je suis pilote automobile, j'ai 43 ans et top chrono, on va parler de ma trajectoire. Robert, on va parler de ta trajectoire aujourd'hui et j'aimerais que tu nous dises comment le sport auto est entré dans ta vie. Très simple, on fait partie d'une famille, les Consani, qui ont toujours baigné dans le sport automobile. Mon père faisait des courses de côte, des rallyes, à un niveau régional et national. J'ai toujours été là, il m'a toujours emmené de partout. Dans les courses de côte, c'est moi qui enlevais le gravier des pneus juste avant le départ de la montée. Donc c'est quelque chose qui, on va dire, presque natif chez moi. Le sport auto, ça a toujours été présent et vraiment au centre de ma vie. Tu as fait du karting très tôt dans ta jeunesse ? Alors, quand on compare par exemple maintenant avec les pilotes de karting actuels ou mon fils, non, j'ai commencé tard, j'avais 13 ans. Maintenant, on commence vachement plus tôt en karting. Et j'ai commencé par une petite opportunité, on va dire professionnelle de mon papa, qui a fait découler sur l'achat d'un karting. Et j'ai terminé au plus haut niveau en championnat d'Europe et en championnat du monde de karting. Qu'est-ce que cette période t'a apporté ? Ça t'apporte beaucoup de choses, surtout de la rigueur, du professionnalisme. Ça t'apprend la vie parce que tu te prends beaucoup de claques tout petit. Tu es confronté déjà tout petit à ces problèmes de budget que tout le monde subit malheureusement dans notre sport. On dit souvent que c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres et on peut dire que je fais partie de cet adage-là. Et quand tu arrives à passer la barrière de l'argent, t'as les autres problèmes qui viennent ensuite. Ça reste un sport mécanique. Si ton matériel n'est pas au top, tu peux être déçu. Tu peux potentiellement faire un beau résultat qui peut être anéanti par une casse mécanique ou par un oubli du mécano ou de ton papa ou quelque chose de ton entourage. À cette époque-là, est-ce que tu avais déjà une vision long terme ou c'était juste un plaisir sur le moment ? Non, honnêtement, à cette époque-là, on faisait ça au jour le jour. C'était vraiment un plaisir entre mon père et moi. On partait... Du partage. Du partage. Mais du partage avec la même envie, c'était de bien faire et d'essayer de donner le meilleur de ce qu'on pouvait délivrer. Donc non, on partait un peu, pas à l'arrache, mais au jour le jour... On finissait une course, on croisait quelqu'un sur le paddock qui nous disait il y a telle autre course le week-end prochain. Peut-être qu'on partait directement faire la course le week-end d'après. Je me rappelle, on avait fait un périple à l'époque avec mon coéquipier Patrick Pilet. On roulait tous les deux pour une marque qui s'appelait Jolie Carte. On était partis, je pense, 5 semaines ensemble de la France. On avait fait 2 semaines en Belgique, on avait fait 3 semaines en Italie, peut-être 1 semaine sur la route. Bref, on avait fait quelque chose d'assez extraordinaire et c'est des souvenirs qui pour moi,
ils seront à toujours marqués quelque part dans ma tête. Il faut beaucoup de rigueur dans le karting. Il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de travail pour arriver au haut niveau. C'est quoi ton parcours dans le karting? On va dire que le karting à l'époque, c'était quelque chose, même à haut niveau, même quand tu étais dans une usine où tu te battais contre les usines, c'était quelque chose qui était encore accessible. Quand tu le compares à maintenant avec ce qu'a pu faire mon fils, le karting de maintenant, c'est la Formule 1. Et le karting de mon époque, on va dire que c'est presque du niveau régional de maintenant. Donc oui, il fallait de la rigueur, il fallait plein de choses, mais en fait, au-delà de la rigueur, il fallait de la volonté, il fallait avoir envie d'y aller, il fallait avoir envie de se battre. Tu pouvais aller au championnat du monde avec le karting dans le coffre de la voiture. Tu pouvais aller au championnat du monde avec le coffre. Alors, on l'a pas fait comme ça, mais on n'était pas loin. Ouais. Quel est ton premier vrai souvenir fort en compétition à cette époque-là? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué sur ta période karting? Ouais, la période karting, c'est quand on monte la tente au trophée Margucci et qu'en face de nous, tu as la tente de Giorgio Pantano qui venait d'être signé Mercedes AMG. C'était un des premiers pilotes d'une filière automobile. Et ouais, en fait, tu passes d'un mec que tu as potentiellement en poster derrière ton lit à ce mec-là en face de toi. Et t'es surpris et fier d'être là, quoi, en fait. Ouais, c'est-à-dire mélange d'admiration C'est ça. Et après la compétition qui reprend le dessus et il faut aller sur la piste et tu te mets au même niveau que. Alors ouais, exactement. Mais oui, franchement, ce souvenir-là, il était assez fort pour moi. J'ai inspiré mon premier casque de ses couleurs à lui, de ses quadrillages à lui. Donc, si tu veux, ça m'a rappelé plein de choses. Après cette période, tu passes au rallye directement ou il y a une transition? Non, je fais pas mal de saisons en karting. J'arrive au plus haut niveau. J'ai roulé pour des teams officiels. Donc, j'ai roulé pour Jolly Kart en pilote officiel. J'ai roulé pour Fullerton en pilote officiel. Après, j'ai arrêté ma carrière à l'international et je me suis plutôt consacré sur la France. Puis après, j'ai fait les sélections. À l'époque, ça s'appelait la filière ELF. J'ai fait les sélections de la filière ELF. J'ai été sélectionné. J'ai été le plus jeune. J'ai commencé donc, j'ai quitté le karting pour aller en voiture. Et cette catégorie de l'époque, ça s'appelait la Formule Campus, qui est maintenant remplacée par la F4. Et donc, je me suis retrouvé un an au Mans, au lycée Sud, en internat. C'était assez dur pour moi. Quand j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans. Donc, je me suis retrouvé à 15 ans au Mans, en internat. Et puis, malheureusement, ça s'est soldé par un non-départ au championnat parce que mon père, il n'avait pas trouvé le budget et qu'on a dû renoncer. Mais ça reste quand même une super expérience. Je me suis fait plein de potes à cette période-là. J'ai roulé tout l'hiver en Formule Campus. J'ai pu montrer que j'étais dans les plus vite. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire la saison. Parce que du coup, quand tu rentrais dans ce schéma-là, il y avait une année donc de formation, c'est ça? Et puis ça te découlait derrière sur une saison, mais il fallait que ce soit toi qui apporte le budget pour pouvoir rouler ou quoi? Alors, la filière ELF, c'est comme un peu cette année-là, les années actuelles là, avec la FFSA Academy. Si tu veux, c'est une espèce d'école, ils t'encadrent, et à la course automobile et à ton parcours classique. Donc moi, j'étais au lycée. Mais malheureusement, il faut quand même payer. Il faut budgétiser la casse parce que dans le karting, la casse, elle est assez minime. Dès que tu passes à la voiture, bah là, il faut multiplier peut-être par 10, voire par 20 les budgets de casse. Et ça nous a freinés, on n'a pas trouvé le budget, on a vraiment tout fait. Et je me rappelle très bien, le départ de la première course, c'était au Mans, sur le circuit Bugatti, là où j'ai tout appris, d'ailleurs, parce que c'est là-bas où j'ai vraiment fait mes premières armes. Et au départ de la course, il y avait mon nom sur la voiture, mais j'ai pas pris le départ. C'est pour toi un souvenir douloureux ou ça t'a permis de rebondir sur autre chose et c'est pour ça que tu es allé aussi vers le rallye après? Alors ouais, c'est douloureux, mais ça m'a montré que dans la vie, il fallait se battre en fait. Et on a beau te le dire, mais tant que tu te prends pas, tant que tu te prends pas le mur, tant que tu te prends pas la première claque, tu te
crois au-dessus de tout ça et tu crois que ça peut arriver qu'aux autres, mais en fait, non, ça t'arrive à toi aussi. Et non, j'ai fait quelques piges. À l'époque, c'était bien. On dit toujours, hein, c'est là que je me dis, je commence à être vieux. On C'était dit mieux toujours, avant. c'était mieux avant. À l'époque, l'année d'après, la FR 2000 est sortie. Donc, c'était les premiers châssis en carbone des formules Renault. Et il y avait encore des primes d'arrivée. Et donc, tu pouvais encore rouler à la prime. C'est-à-dire qu'en début de saison, les line-up de pilotes étaient créés. Euh, et en milieu de saison, les pilotes qui pouvaient plus payer ou qui respectaient pas leur engagement ou qui avaient fait trop de bêtises se faisaient dégager. Et moi, je lâchais rien, j'appelais un peu tout le monde à droite à gauche. Et il y avait un team qui m'a donné ma chance, ça s'appelait le Green Team. À l'époque, il y avait le frère Beltoise qui roulait, Julien Beltoise, qui roulait là-bas. Et ils ont perdu leur pilote, ou c'est Julien qui a eu un problème physique, je ne sais pas s'il était malade ou quoi. Et j'ai pu m'aligner à Albi pour une somme vraiment ridicule. Et j'avais signé un papier disant que toutes les primes d'arrivée, je les donnais directement à l'équipe. C'est comme ça que j'ai pu faire, on va dire, une pige en Formule Renault, mais j'ai morflé parce que j'avais pas roulé et que je me faisais... Et ouais. Ouais, j'étais vraiment pas dans le coup. Et il faut du roulage nécessairement pour Ouais, se à tenir l'époque, il fallait déjà beaucoup de roulage. Il y avait déjà très bons pilotes. Il y avait des Salignons, des Pilets. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment des très, très bons pilotes. Il y avait Préma. Et quand tu arrivais sans roulage, tu pouvais pas rivaliser avec eux, quoi. Qui étaient bons et qui roulaient. À quel âge ça se situait, ça? Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Donc l'année de la majorité arrive bientôt. Permis en poche. Ouais, alors... Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Je vois où tu veux faire la transition, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça s'arrête là, en fait. Le permis arrive. Malheureusement, les activités nocturnes que tes amis te proposent peuvent prendre un peu le relais sur le sport auto. Et donc, en fait, les boîtes de nuit te disent, c'est ton pansement, en fait. Et oui, T'as l'âge d'avoir le permis, t'as l'âge d'aller en boîte de nuit. C'est l'âge où tu as un peu les gonzesses qui te tournent autour. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme majoritairement les jeunes. les jeunes font. Et tu te détournes du sport auto parce que tu te dis, j'y arriverai pas. Ouais, j'ai pas réussi à en percer pour l'instant. J'ai pas réussi, donc tu pars dans des trucs de jeunes, on va dire un peu plus terre à terre, les choses que tout le monde fait, on va dire, au quotidien. Et non, et je me suis lancé professionnellement suite à ça. Et j'ai tout arrêté. Donc, il y a déjà une première période d'arrêt dans ta carrière ou dans ton parcours sportif? Il y a une grosse période parce que je m'arrête, j'ai pas les dates exactement, mais je m'arrête entre 9 et 11 ans. Je sais plus exactement, mais je m'arrête. Et c'est plus fort que moi. Mon business commence à décoller. Je retourne sur des pistes de karting et là, je me remets un peu au karting. J'achète un 125 à boîte et je commence à faire des courses. Et je me rends vite compte que j'ai un bon coup de volant, je marche bien, je me bats pour on va dire, des top 5. Sauf que le KZ, physiquement, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus. Donc j'ai mis encore ça de côté parce que c'était trop dur, ça me faisait trop mal, j'avais mal aux côtes. Le lundi, j'étais complètement déchiré pour aller travailler. Et donc j'ai de nouveau arrêté le sport auto. Mes parents travaillaient au Gabon. Ils ont arrêté de bosser là-bas, ils sont rentrés en France. Et là, mon père, on a une discussion et il me dit qu'est-ce que t'en penses? Viens, on se relance. Ça me manque, toi aussi. Et il me dit allez, viens, on achète une voiture de rallye. Donc là, on essaye de trouver sur le papier quelle est la meilleure voiture de rallye. Et de toute évidence, la meilleure voiture de rallye à cette époque-là, donc 2010 ou 2009, quand on l'achète, c'est la Clio R3T. Non, Clio R3 tout court, pardon. Clio R3, celle qui pétait quand tu passais le rapport supérieur. Et donc, on achète une voiture en Espagne. On achète cette voiture-là. Et je me rappelle très bien, le deal avec mon père, c'est je t'achète la voiture et tu trouves le budget pour la faire rouler.
Et mon père était parti au Canada avec mon frère et ma mère chez des amis. Et je vais les chercher à l'aéroport. J'avais fait le prévisionnel, tout ça. Et là, je dis pas, on est dans la merde. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai fait le prévisionnel pour faire le championnat de la Clio R3 France. C'est 80 000 euros. Et là, il m'explose. Il me dit, ouais, voilà, tu m'as fait acheter une voiture, je le savais. Sport auto, faut arrêter, c'est des conneries et tout. Et donc là, c'est lui qui t'a proposé. Ouais, c'est lui qui m'a proposé, mais le deal il était clair, tu vois. Et donc, si tu veux, ça me met une claque et je lui dis, bon, allez, je vais pas me démonter. Je fais un book. J'avais ma boîte. J'étais dans le business des télécoms, j'avais ma boîte. Et là, je me dis, allez, avec mon book, je vais aller voir tous mes meilleurs clients. Ouais. Recherche de sponsors. Et figure-toi que j'ai tout trouvé. Ouais. Voilà. Et c'est parti. C'est parti de là. Donc, tu fais une saison complète en Clio Trophy. En Clio Trophy, ouais, Clio France, exactement. Ça se passe super bien. Je crois que je termine 3e, si je dis pas de bêtises. L'année d'après, mon père me dit, écoute, vous êtes 2 dans la famille. Ton frère, il arrête le vélo, il veut faire du rallye. Donc, il venait d'acheter l'année d'avant une Twingo R2 pour mon frère Stéphane. Et mon père, il n'avait pas le même bagou que moi pour trouver l'argent. Donc, il dit, écoute, on va devoir vendre la Clio pour justement payer les courses de ton frère. Parce que ton frère, je ne lui ai jamais payé de courses. Et pour une éducation équitable, il faut quand même que j'investisse sur lui tout ce que j'ai investi sur toi depuis le début, quoi. Je lui ai dit, OK, pas de problème. Et là, Renault Sport venait de sortir, ou venait d'annoncer la Mégane N4 en groupe N. Et donc là, je parle avec Renault qui fait de grosses concessions sur le kit parce qu'il me voulait vraiment. Et puis bon, après coup, je me suis aperçu que c'est pas qu'il me voulait vraiment, c'est qu'ils n'arrivaient pas à la vendre parce que c'était vraiment une voiture de merde pour le coup. Je vais voir encore tous mes sponsors. J'arrive à lever le budget et j'arrive à acheter la voiture et payer le championnat. Alors qu'est-ce que j'avais fait cette année-là? J'avais fait le championnat de France et le trophée Michelin, je crois. Et ça s'était très, très moyennement passé. J'avais fait des coups d'éclat. Mais comme je l'ai dit, cette voiture, elle avait de gros problèmes. Elle pétait tout le temps. Pas fiable. Pas fiable du tout. Pas fiable du tout. Tu cumules plus de 80 départs. Donc finalement, l'aventure rallye, elle démarre à la Clio et elle va continuer un moment. Alors, elle démarre à la Clio et figure-toi que Renault Sport me donne l'opportunité de devenir pilote officiel en championnat d'Europe des rallyes avec cette fameuse Mégane. Et je me lance là-dedans avec le team Chazelle en championnat d'Europe avec la Mégane, avec comme coéquipier Germain Bonnefils qui était ex-pilote Peugeot Sport avec la 207 S2000 et tout. Donc une grosse pointure, si tu veux. Moi, j'étais là, lui, il était là. Et de super souvenirs. Alors, encore une fois, ça s'est pas super bien passé. Il y a de superbes souvenirs sportifs parce que c'était vraiment quelque chose de démentiel d'être pilote officiel Renault Sport. T'étais vraiment bien, mais la voiture, elle était vraiment pas au niveau. Ça dure combien de temps? Une année. Tu fais qu'une saison? Une année parce que le programme s'arrête. Renault Sport a des problèmes. Pas Renault Sport, Renault a des problèmes. Grosse restriction de budget, le programme qui devait durer 2 ans s'arrête, ils arrêtent les Mégane N4, fiasco total, et donc je me retrouve à me gratter la tête et me dire qu'est-ce qu'on fait l'année d'après. Et grâce à ce programme international où j'ai pu me lancer sur des rallyes de championnat d'Europe, j'ai pris des contacts avec plein de teams, et notamment un mec, un amour, qui m'a donné ma chance, Ricardo Capato de Delta Rally. Un mec, tu vois, on a atterri sous sa tente parce qu'il avait un catering et que quand tu fais ces courses-là, le midi, tu cherches un team qui peut t'accueillir pour manger. Et lui, il avait une hospitality de dingue. Et Brian Bouffier roulait chez lui à l'époque. Il parlait français malgré le fait qu'il soit italien. Super sympa, tu sais, à l'italienne et tout, un peu entraînant, tout ça. Il nous fait manger 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Et il apprend que le programme s'arrête et il me propose quelque chose que je ne pouvais pas refuser, un programme en championnat d'Europe avec une 207 S2000, donc un programme complètement privé, mais avec des prix qu'il me propose que même les mecs qui roulaient en 2 roues motrices payaient peut-être le double de moi. Donc je ne pouvais pas refuser, c'était vraiment un pont d'or. Le mec, tu vois, il me voulait vraiment. Je sais pas ce qu'il y avait. Tu sais, de temps en temps, tu matches avec des personnes plus qu'avec d'autres. On avait matché tous les deux et boum, on part faire ce programme-là en 207 S2000. Et là, c'était une année incroyable. Tu t'es régalé? Ah bah déjà, la voiture, elle était dingue. 207 S2000, quand tu passes d'une 2 roues motrices à une 4 roues motrices, déjà, tu as une marche énorme. Alors quand tu passes d'une Mégane à une 207 S2000, c'était vraiment la folie. Et première année où on prend un peu nos repères. Et deuxième année, on repart ensemble. Et dès le premier rallye, on fait quelque chose de fort parce que on fait deuxième du Yanner Rally. On termine derrière Lukaniuk, je crois, si je dis pas de bêtises, devant les pilotes officiels Skoda et tout. C'était énorme. Un premier rallye que je faisais sur la neige avec des clous. Honnêtement, j'avais Maxime Villemot. Quand on reconnaissait les spéciales, il était comme un fou. Il y avait de la neige en prévision. Et moi, je me chiais dessus. J'ai dit, mais c'est un malade. Comment lui, à côté, il peut se dire, ça va être la folie, Tout on va va bien. se régaler. Alors que moi, il savait que j'avais jamais roulé là-dessus et tout. Franchement, super peur, grosse appréhension. Mais on avait une voiture diabolique, on avait des pneus diaboliques, on avait des Pirelli, mais qui étaient mais incroyablement au-dessus des Michelin. Et c'est peut-être pour ça qu'on a marché sur tout le monde, Luke et moi. Tu fais donc 2 saisons complètes avec la 207 Ouais. en IRC, c'est ça? C'était l'appellation à Non, l'époque c'était déjà ERC. ERC. IRC, c'était avant, parce que je gagne l'IRC en Production Cup avec ma Mégane. C'est pour ça que Renault Sport me signe directement. Ok. Tu continues sur la voie du rallye ou il se passe quelque chose Ouais, à je ce continue moment-là? sur la voie du rallye, toujours avec Delta Rally. En fait, j'ai toujours été fidèle à Delta Rally parce que Oui, ce mec-là, il t'a donné une grosse opportunité au départ. il m'a fait des ponts d'or. Et on est passé de la 207 à la DS3. Mhm. Avec beaucoup de difficultés parce qu'elle Tu essaies de était... revenir un peu. Non, mais à la DS3 R5. R5. À la DS3 R5, sauf que la DS3 et la 208, elles sont assez mal nées. Il y avait beaucoup de problèmes. On a beaucoup été aidés par PSA malgré tous ces problèmes. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Donc on peut dire que même sur les programmes d'après, j'avais un programme semi-accompagné. Donc on va dire que j'ai été semi-accompagné par les constructeurs et Peugeot et Citroën, donc PSA. Mais c'était sympa. C'était sympa. Le circuit, ça arrive quand? Ça revient quand? Alors le circuit, il arrive parce que je rencontre quelqu'un en faisant une course avec un ami d'enfance. Je fais une course au Castellet, il m'invite pour faire une course en midget. Et je me retrouve sous la tente des midgets à côté d'un mec qui s'appelle Pascal Destambert du team Speedcar et qui nous voit galérer parce que j'étais dans un petit team qui n'avait pas les moyens. Mon pote qui m'avait invité, il n'avait pas payé cher notre volant dans le team. On faisait ça un peu avec des bouts de ficelle aussi, mais bon, presque j'ai envie de te dire, c'est mon quotidien, j'ai l'habitude, donc ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est d'être derrière le volant. Exactement. Et il nous voit galérer et il nous donne plein de conseils. Ces pilotes, c'était les mecs qui se battaient pour devant et nous, on était 30e ou 40e, je sais plus, mais on était vraiment largués complets. Et pareil, on s'échange nos numéros. Moi, j'avais comme objectif d'arrêter le rallye parce que le rallye en championnat d'Europe, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Tu devais partir de chez toi le dimanche, t'as les mondes des tests, après t'as les reconnaissances, après t'as les tests officiels, après t'as le départ de la course, après t'as le trajet pour revenir. Donc franchement, ça prenait beaucoup de temps. Je venais de divorcer, j'ai un enfant. Il fallait que je trouve une Très solution compliqué. un peu plus viable pour satisfaire tout le monde, quoi, en fait. Et le boulot, et mon fils, et mes parents qui devaient garder mon fils quand j'étais pas là. Donc c'était compliqué. Et le Pascal Destambert, je lui avais donné mon numéro, il m'appelle et il me drague.
Et il me raconte sa vie, que c'est le meilleur team, que ses voitures, c'est les meilleures. Et il me dit, en plus, l'année prochaine, il y a SRO, donc SRO qui est le promoteur du championnat de France et d'Europe de GT4 et de GT3, qui relance le GT en France avec du GT4. Et il me dit, ouais, j'ai trouvé la meilleure voiture, qualité-prix, la Ginetta, il n'y a pas mieux. J'ai acheté une Ginetta, viens l'essayer. Et là, mon pote de l'époque, avec qui j'étais super proche, Laurent, je lui dis, bah, viens Laurent, qui avait rien à voir avec Sport Auto, je lui dis, viens, il y a le Destambert, je sais pas ce qu'il veut qu'on monte essayer la voiture, on va essayer la voiture. On essaye la voiture. Mon pote, qui avait jamais rien fait, me dit, allez, c'est bon, on l'achète, on fait le championnat de GT4 ensemble. Et donc, je tape dans la main de Pascal et je lui dis, feu, on fait le championnat ensemble. Il me dit, ouais, mais j'ai pas de voiture, faut trouver une voiture. T'inquiète, on va trouver la voiture. Et là, on se met avec Laurent sur les annonces, Mikado, Racecar Forsal, et on trouve une Ginetta en Angleterre à acheter, en plus avec la conduite à gauche, parce que Pascal, il avait que des Ginetta avec la conduite à droite, et franchement, ça me donnait la gerbe. Et on achète la voiture. On va même pas la voir, on l'achète au téléphone, on fait le virement, on envoie un transporteur, on se fait amener la voiture. Moi, j'étais en vacances, Destambert, il était aussi en vacances, et non, il n'était pas en vacances. Et il reçoit la voiture, il m'appelle, il me dit, putain, mais vous avez fait un coup de fusil, elle est trop belle, je suis jaloux, mais les miennes, elles sont beaucoup moins belles et tout. Et donc là, on dit, putain, banco, on a fait une affaire. Tu vois, en plus, le volant du bon côté. Ouais, c'est ça, on l'avait pas payé cher et tout, donc on était vraiment contents. Et on commence à rouler un peu à l'aise. Moi, au début, je suis à 1 seconde de Pascal sur un circuit, donc Pascal Destambert sur un circuit de 2,5 km. Donc, tu vois, ça commence à me gonfler. Je dis, putain, mais je sais plus rouler, en fait. Qu'est-ce qui se passe, ouais. En plus, j'étais comme ça, tu vois. J'étais couteau. T'es couteau, tu te dis, merde, comment il fait, le mec qui a 15 ans de plus que moi pour aller plus vite? J'y arrivais pas. Et mon pote, Laurent, lui, il avait encore plus à gagner parce que lui, il avait jamais rien fait dans le sport auto. Et donc, il débutait. Donc, lui, il était, je sais même pas te dire à combien il était. Sauf que je me démonte pas, toujours pareil, la même problématique, les budgets, tout ça, et j'arrive à convaincre des potes d'ex, tu vois, un peu à venir rouler avec moi entre midi et 2, mais quand ils venaient rouler, ils payaient leur volant, mais en payant leur volant, ça me payait ma prestation à moi, tu vois, parce que ma voiture, c'est la mienne, mais tu dois quand même payer et le circuit, et l'essence, et des pneus, et tout ça. Côté. Bon, tu le sais, tout le monde le sait d'ailleurs. Et j'arrive à battre Pascal. Et le jour où je bats Pascal, il dit, allez, bon, maintenant, on va aller sur un grand circuit. On est allé à Barcelone, qui était on va dire, le grand circuit qu'on devait faire juste avant le prologue qui était à Dijon. On va à Barcelone, je suis dans le coup. Mon coéquipier, je le retrouve. Parce que juste les formats de ces courses, c'est qu'il y a plusieurs pilotes, il y a plusieurs courses dans le même week-end, c'est ça? Et tu cumules après, c'est l'équipe qui gagne? C'est des courses, c'est deux fois 1 heure. Première qualif, c'est moi qui fais la qualif. Donc course 1, je fais le départ et Benjamin, qui est mon coéquipier actuel, prend le relais. Et course 2, c'est Ben qui fait la qualif, il prend le départ et je prends le relais. D'accord. Voilà. Et en fait, ça fait 2 courses dans le week-end. Donc en fait, sur une course, sur un championnat de GT4, que ce soit en France ou en Europe, c'est 6 meetings et tu as 2 courses par meeting. Donc c'est un championnat de 12 courses. Voilà. Je t'en prie, reprends. Donc pour finir, je le vois le soir à l'hôtel avec les larmes aux yeux et il me dit, j'arriverai pas, c'est trop dur. C'est trop dur. Sa femme m'appelle en me disant, je l'ai eu, il allait là, il m'a pleuré au téléphone, faut arrêter, nanana. Bref, j'ai une conversation avec lui, il me dit, écoute, je te laisse la voiture, parce qu'on l'avait acheté tous les deux, je te laisse la voiture, tu te débrouilles, et l'année d'après, on verra, on régularisera, soit tu me la rachètes, soit on la revend. Et donc, il faut que tu trouves un autre pilote. Et je trouve Benjamin Lariche, que je connais depuis pas mal de temps. C'est un ami, on va dire, plus du groupe de mon frère, parce que mon frère a été très pote avec le groupe Bianchi, donc il faisait partie de ce groupe-là. Mais je les voyais de temps en temps, parce que j'ai 9 ans de plus. Ouais. Je les voyais de temps en temps, et Benjamin, je sais qu'il cherchait un volant, mais il était un peu mitigé à venir avec moi, parce qu'il savait que je venais du rallye. Lui, il a un gros niveau, il sort quand même, il est allé jusqu'en F2.
Donc, si tu veux, pour aller vite et pour avoir des chances de gagner en GT, il faut faire un pairing pilote assez homogène et assez perfo pour aller Il faut justement... pas qu'il y ait de contre-performance. C'est ça, parce que si toi tu vas vite, mais l'autre à côté, il va moins vite, c'est compliqué, quoi. Et finalement, écoute, je le drague, ça vient pas. Finalement, je pars faire on va dire, comment on appelle ça, la première séance officielle à Dijon, ok, et je fais le 4e temps, à 2 dixièmes de mon coéquipier qui fait le meilleur temps, qui est Gaël Castelli, qui venait d'être champion Porsche Cup et tout. Donc, si tu veux, là, il commence à se dire, bon, Consani, c'est pas dégueu. Et au final, on se tape dans la main. Et maintenant, ça fait 9 ans qu'on roule ensemble. 9 ans. Ouais. 9 ans de GT. 9 ans de GT, ouais. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as fait championnat de France, championnat d'Europe. On a commencé au championnat de France avec Benjamin. On a terminé 2e. C'était une année extraordinaire avec une voiture extraordinaire, une équipe extraordinaire. La Ginetta, franchement, c'est une des meilleures voitures dans lesquelles j'ai roulé en GT. Speedcar, c'est un team qui a un niveau de compétence vraiment extraordinaire et qui à chaque fois te donne des voitures qui sont des voitures pour gagner. Et on a un peu tout traversé avec Benjamin et Speedcar. Maintenant, on va dire que on n'est pas un binôme mais un trinôme, puisque Pascal, c'est devenu un ami depuis pas mal de temps. Benjamin aussi. Donc, tous les trois, on est assez soudés. Et on va dire qu'on a peut-être pu aussi contribuer à faire évoluer Speedcar dans des chartes graphiques, dans du marketing, dans le choix de ses camions. Speedcar, c'était vraiment un team, comme je te le dis, qui est vraiment à fond et qui optimise au maximum la performance des voitures et qui mettait à contrario de côté tout ce qui est aspect marketing, les réseaux sociaux, le camion. On avait un camion Intermarché, si tu veux, voilà. Mais première réponse de Pascal, un jour, quand je lui dis qu'il faut changer le camion, il me dit, tu préfères te changer dans un camion Intermarché et être en haut de la feuille des temps ou avoir un camion à 300 000 et être dernier? Donc, tu veux lui répondre quoi à ça? Tu lui dis non, mais le camion Intermarché, il est très bien, il n'y a pas de souci. Mais après, il a dû comprendre quand même qu'il fallait évoluer. Donc, ça va avec. Si l'équipe elle a des résultats, il faut aussi qu'elle puisse s'afficher et montrer aussi ce qu'elle est dans son entièreté, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est très difficile d'investir dans le sport automobile pour un team parce que c'est quelque chose qui rapporte jamais réellement beaucoup. Donc, en fait, quand tu t'achètes un semi à 300 000 pour faire une saison et gagner 5 000 balles par course, c'est compliqué. Donc, si tu veux, il faut arriver à donner, à trouver le juste équilibre pour que... on a trouvé justement avec Benjamin le juste équilibre et on lui a montré qu'il fallait faire le pas et acheter un camion un peu plus sympa. Championnat de France, championnat d'Europe, comment vous décidez de franchir le cap? Parce que c'est d'autres courses, c'est un niveau au-dessus, il y a, j'imagine, d'autres contraintes. Alors, très simplement, on faisait le championnat de France et on se battait pour le titre à chaque fois. À chaque fois, on était perfo, à chaque fois, on se battait pour le titre. Et on commence à goûter au championnat d'Europe parce que on était vraiment en ballottage pour le titre. Et avant la dernière course, il y avait une course au Castellet de championnat d'Europe. Donc on s'est dit, banco, on va au championnat d'Europe avec notre voiture pour préparer la dernière course du championnat de France. Et c'est comme ça qu'on a goûté au championnat d'Europe. Quelle est la différence? Quand tu dis goûter, c'est qu'il y a une... Il n'y en a pas vraiment. Si tu veux, le top 5 devant le top 5 français, on a vraiment de bons pilotes. Les pilotes français, ils sont très bons. Et le top 5 français, il peut se battre avec le top 5 du championnat d'Europe. Sauf qu'on va dire qu'en France, tu as le top 5, tu as un gros ventre mou et tu as le peloton, on va dire, voiture balai. Qu'en championnat d'Europe, tu as le top 5, il se transforme en top 15, on va dire. C'est très serré sur une grosse partie de la grille. Donc en fait, on va dire que le ventre mou disparaît en championnat d'Europe. Donc à 5 dixièmes de la pole, tu peux te retrouver 15e ou 18e. Oui, voilà. D'autres enjeux. Exactement. Tu as roulé sur des circuits mythiques en Europe? Ouais, je les ai presque tous faits. Que ce soit Zandvoort, Spa, Barcelone,
Je les ai tous faits presque. Tu as une préférence? Il y en a un qui te fait plus de vibrer qu'un autre? Misano, c'est là où on est le plus perfo. Donc, tu sais, quand tu es perfo sur un circuit, c'est presque envie de te dire que c'est ton C'est sûr. préféré. Mais en fait, Misano, c'est pas mal. Tu es toujours dans une période où il fait beau. Tu as un hôtel sympa. Tu as la plage devant. Tu es en Italie. Le soir, tu as toujours on va dire, un sentiment un peu de fête. En Italie, c'est toujours un peu festif et tout. Et donc, ouais, on va dire que l'ambiance de la perfo de Misano avec l'Italie fait que ouais, Misano, c'est peut-être mon préféré. En 2025, c'est ton premier titre champion d'Europe en GT4. Ouais. Il s'est construit sur toute l'année, ou ce titre, où vous avez fait votre saison et puis c'était l'aboutissement logique finalement de la récompense de l'engagement mis sur la saison. Non, il s'est pas construit sur toute l'année, il s'est construit sur les années précédentes aussi. On Ouais. a beaucoup appris, c'est un championnat vraiment difficile, c'est un beau championnat. Les championnats des SRO, c'est vraiment des championnats qui sont super relevés, super bien construits. Et on a beaucoup appris de nos erreurs, on a fait beaucoup d'erreurs avec Benjamin, on a essayé de plus les refaire, on a essayé de tout mettre dans l'ordre. Et l'expérience de ces 8 années font que d'entrée, on a un peu pris le lead sur tout le monde. Et on a eu beaucoup, beaucoup de points d'avance. Et donc, en fait, on a été champion Plus tôt, plus tôt. ouais, beaucoup plus tôt. Donc, en fait, ça a été vraiment construit dès le début. Et je vais pas dire qu'on était en roue libre sur la fin de l'année. Mais tu sais, quand tu attends quelque chose et que c'est facile, c'est là où il faut craindre le plus de se prendre quelque chose sur la tête, tu vois. Et tu vois, on aurait dû gagner normalement le titre dès la première course à Hockenheim. Non, au Nürburgring. Et première course, Ben prend le départ, il se fait taper dedans au départ, on abandonne et on est champion à la deuxième course. Mais à la deuxième course, on est champion en mode épicier. On était 8 et celui qui était deuxième du championnat, il était 5. Il fallait pas qu'il passe 4, tu vois. Donc, C'est des calculs. c'était juste des calculs. Tu calcules, t'es pas sûr, le truc, t'écoutes le speaker. En fait, tu sais pas, tu vois, tu sais pas. Et l'ingé nous a dit, c'est bon, on est champion. Donc, on s'est tous sautés dans les bras. On était comme des fous. Ce moment-là, il te fait du bien. Ah bah, c'est une libération parce que, comme je te dis, on court après depuis le début. On fait 2 la première année au championnat de France, on refait 2 une autre année. Les 2 dernières années avant 2025, donc 2024-2023, on fait deuxième aussi du championnat 2 fois. Donc c'est vraiment, si tu veux, on était un peu les poulies d'or du truc, quoi. Donc on voulait être un peu les champions. C'est top. Est-ce que tu dirais que dans ton pilotage, aujourd'hui, tu as récupéré le meilleur de chacune des disciplines que tu as pratiquées, karting, rallye et circuit, ou vraiment le circuit c'est à part et ce qui te sert aujourd'hui, c'est toutes tes années justement de kart et de formation ELF et pas le rallye, ou c'est vraiment un mélange? Non, c'est un Il y a mélange. des choses dans ta gestion de la course aussi, C'est un mélange de tout, tu sais, c'est un mélange de tout. En fait, je pense que je suis devenu chaque année meilleur parce que chaque année, j'apprenais et j'apprends toujours des nouvelles choses. On est tous là pour apprendre. Mais honnêtement, je ne me rappelle plus de mes années karting et je ne vais pas te dire que c'est grâce au virage 3 de Parme où j'avais une technique bien précise que j'arrive à aller vite maintenant. Non, pas du tout. Je pense pas, mais on va dire que tu te construis plus une intelligence de course, plus une vista. Tu peux prendre du recul aussi. Tu peux te dire que même quand ça va pas parce que tout n'est pas dans l'ordre. Mais tu paniques pas parce que tu sais que dans ta tête, quand tu vas tout mettre dans l'ordre, ça va s'aligner. Donc ça, tu l'as au fur et à mesure de ta carrière. Sur ces 3 disciplines, si aujourd'hui tu avais la possibilité de choisir et d'en pratiquer une jusqu'au plus haut niveau, tu choisirais laquelle? Honnêtement, c'est difficile de répondre à ça parce que j'ai déjà la chance d'être au volant d'une voiture. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place et j'en suis conscient que j'ai énormément de chance d'être encore derrière un volant. Euh, on va dire que
je veux pas choisir. On va dire que à partir du moment où j'ai un volant, à partir du moment où la voiture que j'ai, elle est perfo et que je peux me battre pour quelque chose, ben, ça me met la banane et ça me donne envie de me transcender. C'est le pilotage, quoi, au sens pur et dur du terme, qui te qualifie. Ouais, c'est le pilotage. Après, j'ai presque envie de mettre de côté le rallye parce que le rallye, c'est vraiment très fatigant. Il y a beaucoup d'inconvénients, les reconnaissances, les vidéos. Se taper des vidéos, s'endormir devant les vidéos le soir et tout, franchement, j'en pouvais plus. C'est pas mon truc. Honnêtement, si j'avais le choix, vraiment le choix, et que j'étais pas limité par le budget ou quoi que ce soit, je me dirigerais vers le rallye raid parce que c'est vraiment une discipline que j'ai pas goûtée, auquel j'ai pu un peu sentir à travers mon frère qui a fait le Paris-Dakar et qui a d'ailleurs gagné en T4 dès la première année. Mais ouais, j'aimerais bien aller en rallye raid, mais je suis conscient que ça sera pas possible parce que j'ai pas le budget et que j'ai aucune expérience. Donc Ouais, et puis honnêtement, qu'il faudrait le faire une fois, deux fois, trois fois ouais. Mais pour comprendre. pour ça, il faut le Il faut budget et beaucoup de budget. donc je pense que ça va rester un fantasme. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui sur ton parcours? Honnêtement, le plus fier, c'est mon fils, du parcours de mon fils, parce que j'arrive à, grâce à mon parcours, Oui. Ça l'a euh, inspiré, tu penses, évidemment. ah oui, évidemment, ça l'a inspiré, mais on va dire que ça, mon parcours, on s'est tellement pris de gamelle avec mon père. Mon père, il s'est tellement pris de gamelle avec mon frère. On en a tellement bavé, même si c'est une passion et que c'est au milieu de notre vie et que c'est vraiment notre quotidien et qu'on en bouffe matin, midi et soir et qu'il y a toujours un SMS, un truc sur Instagram, un appel, un truc qui parle de sport auto. Et même dans mon métier au quotidien, il y a toujours un team qui m'appelle pour que je le conseille sur une huile bien précise. On va dire que, que tout ce que j'ai appris de ça fait que j'arrive à vraiment bien aider mon fils et et que ce que fait mon fils actuellement, ça m'impressionne. Honnêtement, ça m'impressionne. Ça, c'est de la fierté de papa. Ah ouais, vraiment. C'est beau. Ouais, il fait des trucs incroyables. La maturité qu'il a pour son âge, les, les, les décisions qu'on a dû prendre avec sa mère, le faire quitter la maison, habiter au Mans. Maintenant, il habite à Fontenay-le-Comte. Euh, franchement, c'est vraiment de gros sacrifices. Mais j'en suis fier et on se bat au quotidien pour qu'il y arrive. Et tu dis que qu'un parcours, c'est se fixer des objectifs atteignables. Comment tu te fixes les tiens aujourd'hui? Bah, Tu repars là cette année? ouais, on repart cette année avec Benjamin et avec le team Speedcar. Toujours avec l'Audi, ça va être difficile d'ailleurs. Et un objectif atteignable, bah, on peut se le fixer là, si tu veux. Je m'en suis pas fixé encore cette année, mais ça va être difficile parce que on est champion, donc on est on va dire qu'on est la voiture que tout le monde veut battre. Donc on peut plus trop se cacher. On n'a malheureusement pas du tout roulé cet hiver, donc on a fait 0 km de l'hiver. Moi, j'ai pas fait beaucoup de sport. Comme je te le dis, je suis vraiment focus sur la saison de mon fils, sur les budgets qu'il faut trouver pour mon fils. Focus aussi sur Racing Lube. Il faut développer un Racing Lube et je suis présent au quotidien avec mes équipes pour essayer de faire grandir Racing Lube. L'objectif réaliste, ce serait faire un top 5. On te le souhaite. Merci. On te le souhaite parce que tu es passionné, ça se ressent et en tout cas, tu mets beaucoup d'investissement dans tout ce que tu fais. Ça paye souvent. Donc, on te souhaite de pouvoir remettre le couvert l'année prochaine. Merci beaucoup. Dans l'accompagnement que tu évoquais de ton fils, la fierté que tu avais de ce qu'il est en train d'accomplir, qu'est-ce qui a changé par rapport à tes débuts à toi de karting avec ton père, où tu disais que au début, tu nous as dit, avant le karting, championnat du monde, c'était l'équivalent du régional aujourd'hui. Aujourd'hui, le karting, c'est l'équivalent de la Formule 1. Ton fils a passé l'étape du karting, il est maintenant en Formule 4. Comment tu l'as accompagné là-dedans?
Je l'ai accompagné grâce on va dire, je connais beaucoup de monde dans le sport automobile et dans le karting. Et on a eu, grâce à cet entourage-là, des opportunités, des amis qui m'ont donné des petits coups de pouce. Notamment, on peut parler de Paul Bizalion qui nous a aidé à le faire rentrer dans des sélections Sodicart, qu'il a gagné. Il est devenu pilote officiel Sodicart. Mais si tu veux, c'est toujours grâce à quelqu'un, grâce à un petit coup de pouce. S'il n'y avait pas eu le Bizalion, on aurait peut-être abouti ailleurs, mais ailleurs, ça aurait été peut-être moins bien. On n'aurait pas été dans une équipe officielle. Donc, si tu veux, on va dire que depuis toutes ces années où je suis dans la compétition, je me suis fait pas mal d'amis, des amis qui me veulent du bien. Et ces amis, tu vois, quand je tape à leur porte et que je leur demande un peu d'aide, ils répondent présent, et donc j'en suis fier. Voilà, je sais où aller, je sais quelle route prendre, quelle porte ne pas prendre. Et au-delà de ça, Andy, après, il a fait des résultats qui le permettent d'être là. Si tu veux, il n'y a pas eu de passe droit réellement. Le talent qui Si tu parle. veux, ses résultats, ses chronos, ses résultats en course montrent que il a le droit d'être là, quoi. Tu envisages à un moment donné, si sa carrière continue d'évoluer positivement comme c'est en train de le faire, de te mettre un peu en retrait et de le suivre encore plus là-dedans, ou tu vas laisser vivre les choses, et toi, de toute façon, tu n'es pas prêt pour l'instant de lever le pied, ça reste peut-être ta passion encore et pendant un moment. Alors, lever le pied, j'aimerais ne pas lever le pied. Après, lever le pied pour l'accompagner plus, c'est pas possible. Andy fait partie d'un junior programme, il fait partie du Mercedes F1 junior programme. Et donc, en fait, Andy appartient à Mercedes. Donc, en fait, si tu veux, Pour l'instant, tu peux que le suivre à distance. Pour l'instant, je dois juste m'effacer et laisser faire les professionnels. C'est leur métier, ils savent quoi faire. Voilà. Robert, merci. Merci à toi, Florent. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ta trajectoire. C'était plein de sincérité et de moments de passion. Donc, pour ça, merci encore. Merci à toi et bonne chance pour le futur. Eh ben, c'est parti. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Racing Trajectoire. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voulez voir derrière le micro. Et avant de se quitter, je vous rappelle aussi le lancement de l'application Racings cet été. Racing, c'est la plateforme digitale dédiée au sport automobile, un seul réseau pour tous les profils du sport auto. Pour suivre son lancement, rendez-vous sur www.racings.com et préinscrivez-vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle trajectoire.